Bienvenue sur le journal de la cause animale pour cette édition du mois de novembre. Nous avons deux invités ce mois-ci. Milton de CAP, Convergence Animaux Politiques. Vous faites du lobbying politique auprès de parlementaires, c'est ça ? Exactement. Et vous représentez à peu près combien d'associations ? 24 associations actuellement. Super, tu nous en parleras. Et on a l'honneur d'avoir Thomas, enquêteur chez L214, qui a fait une énorme enquête. Là, ça a eu un retentissement médiatique, j'ai jamais vu ça, je crois. C'est ça, ouais, exactement. Donc une enquête dans un abattoir Bigard, un abattoir de bovins. Super, bon, tu vas nous parler de tout ça. Ce mois-ci, il n'y aura pas de débat. On vous fait une nouvelle formule, que de l'actualité. Et dans 2 semaines, vous aurez un débat. Ça sera présenté par Harry de Arsayo. Et le débat, c'est sur quoi ? Dis-nous tout. C'est qu'est-ce que le mot vegan et peut-on être vegan à 100%? Ah, voilà, des questions qu'on se pose souvent quand on commence à militer et même qui peuvent avoir des conséquences un peu importantes. Pourquoi on milite et qui sont les concernés qu'on veut défendre. On va commencer tout de suite avec les actus du mois. Vous écoutez Armada. Le prix de l'engrais flamberait. Donc c'est une des nouvelles actus qui est pour avoir des grosses conséquences sur la viande notamment. Est-ce que tu peux nous en parler, Astrid ? Quel est le rapport entre les engrais et le prix de la viande et des produits laitiers ? Eh bien, tout simplement, on sait que pour produire justement de la viande et des produits laitiers, il faut beaucoup d'engrais pour cultiver la nourriture à destination des animaux. Donc, ça pourrait avoir pour conséquence de faire flamber le prix des produits laitiers et de la viande. La seule question qui reste en suspens, c'est par rapport aux subventions, puisqu'on sait que ce sont des produits qui sont hyper subventionnés par l'Europe et par la France. Donc, si jamais il y a beaucoup de subventions en jeu, peut-être que les prix resteront les mêmes. Donc ça pourrait être super, ça voudrait dire que le prix de la viande augmente, mais ça pourrait aussi avoir des conséquences sur des personnes qui sont dans la famine ou qui ont des difficultés à se nourrir. Ça pourrait surtout avoir des conséquences sur la consommation de viande, si on reste vraiment sur la France, sur la consommation de viande, parce que ces produits seraient moins attractifs du coup s'ils sont plus chers. Plus chers, ok. Bon, j'espère que Végédal, eux, qui font un boom actuellement, le restaurant Végédal, n'augmenteront pas leur prix. Ouais, absolument. Végédal, en fait, c'est le nouveau phénomène, comme quoi tout est véganisable. Hein, il n'y a plus d'excuses maintenant pour ne pas manger vegan, parce que maintenant Végédal propose des burgers qui sont exactement à l'imitation que les fameux burgers d'une grande enseigne, pour ne pas la citer. Donc voilà, il y a le Big Mac par exemple qui est lancé. Il y a aussi une communication qui est assez intéressante parce que ils ont lancé par exemple une photo, une image avec un burger de Filet-O-Fish et puis ils disent celui qui devine pas ce que c'est, enfin celui qui devine que ce n'est pas du poisson, il est pané, jeu de mots. Voilà, ils font plein de jeux de mots comme ça avec aussi Burger King, c'est une tuerie animale versus c'est juste une tuerie en parlant du burger burger vegan. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, c'est vraiment intéressant. Super, donc on avait Foara et maintenant on a Végédal. Ouais, absolument. Il y en a même un autre que j'ai voulu citer, c'est Naked Vegan Burger. C'est dans le 6e, je crois, si je ne m'abuse. Sur Paris. Et sur Paris, ouais. Ils font des burgers vraiment du vrai fast-food, quoi. Bien vegan, bien dégueu, comme on aime. Super. Et alors, par contre, là, on a Alain Ducasse qui ouvre un resto. Oui, alors pour rester toujours dans la restauration, Alain Ducasse, donc 21 étoiles quand même dans le guide Michelin, a lancé en septembre un restaurant à 95% vegan. Donc 95%, c'est pas 100%, mais c'est quand même déjà une bonne avancée, sachant que ce même chef, en 1996, a lancé un premier menu végétarien dans son restaurant à Monaco. Donc il a déjà été un petit peu avant-gardiste sur ce type de régime. Super. Et alors, on a un dernier lien avec les restaurants étoilés. On a les nouveaux affineurs. Oui, exactement. Vous connaissez peut-être les nouveaux affineurs qui proposent des faux fromages. Alors, on n'a pas le droit de dire le mot fromage. Moi, je le dis quand même. C'est du fromage vegan. Et du coup, les nouveaux affineurs ont été élus pour prendre domicile dans un restaurant qui s'appelle le Resto Alieno, qui est un restaurant 3 étoiles. C'est la première fois qu'on a ce type de faux fromage, en fait, qui est présenté dans un restaurant haut de gamme. Et donc ce sera uniquement leurs produits qui seront transformés là-bas ou eux-mêmes vont participer à l'élaboration de recettes ou autres ? Alors ce seront leurs produits. Alors les produits, je ne sais pas si vous connaissez le petit Albert, le petit Germain, voilà, c'est... Ah, vous les connaissez, ouais. Donc voilà, d'ailleurs, je vous invite à les découvrir. Ils sont vraiment, c'est vraiment bluffant. Et donc, c'est leurs produits qui sont là-bas. Et ensuite, ils sont transformés pour des nouvelles recettes gastronomiques. Super. Et si je peux me permettre, sur le terme fromage, on a tout à fait le droit de dire fromage. C'est simplement ceux qui produisent et qui vendent n'ont pas le droit d'appeler ça fromage. Mais en tant que consommateur, on peut très bien dire que c'est des fromages. Alors, on va plomber l'ambiance avec Marie-James qui, d'habitude, nous donne toujours des mauvaises nouvelles. Hein ? Voilà, donc cette fois je plombe pas, une petite bonne nouvelle. Pour une fois, on a une victoire. Oui, voilà.
Alors, c'est pas chez nous, mais ça se rapproche. Donc, c'est pour la corrida. Le Portugal interdit l'accès aux corridas pour les moins de 16 ans. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, c'était pour les moins de 12 ans. Et en fait, cette mesure, elle fait suite au rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui prône l'élévation de l'âge minimum pour assister au spectacle de tauromachie. Voilà. Impec. Et on a eu une deuxième victoire maintenant en France. Oui, voilà, une victoire aussi pour les anti-corridas du Colbac. Ils gagnent en justice le droit de manifester pendant les journées taurines de Béziers. Parce que le 15 octobre dernier, donc, le sous-préfet de Béziers avait pris un arrêté pour interdire justement à ces manifestants de manifester pendant les journées taurines. Et donc le 20 octobre, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu cet arrêté. Voilà. Et en France, on porte aussi cette demande, l'interdiction de la corrida aux mineurs. Auprès des parlementaires, les associations anti-corrida, le FLAC, le CRAC notamment, Oui. portent cette demande et il y a même eu une proposition de loi qui a été déposée, mais elle n'a pas encore été mise à l'ordre du jour. Par Samantha Casbonne. Exactement. Oui. Et donc la FLAC et le CRAC font partie des 20... Des partenaires de CAP, ouais. Ouais, super. Et on déplore aussi que la corrida, le sujet, ait été éloigné de la proposition de loi dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Et si je peux permettre une Oui. petite transition, donc pendant les corridas, il y a aussi les chevaux qui sont souvent victimes. Et donc c'était juste pour annoncer encore une autre bonne nouvelle, c'est que la Fédération française de pentathlon moderne a enlevé l'équitation des Jeux. Ce sera plus une discipline. Et donc ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est dû à la maltraitance qu'on avait vue en public par Annika Schleu, Dans c'est des ça. JO, ouais. Voilà, pendant les JO de Tokyo cet On en été. avait parlé ici. Donc voilà, donc ils sont en Super. train de lancer une commission pour essayer pour remplacer cette activité par une autre. Si vous voulez des victoires, il y a une pétition concrète au Sénat concernant la chasse. Tu peux nous en parler, Corentin ? Oui, absolument. Donc une initiative qui pourrait se transformer en belle victoire grâce à la pétition officielle sur le site du Sénat pour qu'il y ait plus de chasse le mercredi et le samedi, mais aussi donc du coup un contrôle plus strict de la formation de chasseurs, mais aussi du coup au niveau du contrôle des armes à feu et des sanctions qui pourraient être enfin à la hauteur des délits qui sont capables de créer lors de cette pratique. Ouais, je suis allé voir, ils étaient à 60 000 signatures alors qu'il faut 100 000. Là, on est à 75 000 signataires 75 000. pour atteindre les 100 000, Ok. pour que ça puisse ensuite déboucher sur une belle victoire. Donc allez signer. Exactement, on a besoin de tout le monde. J'en profite aussi pour vous dire que l'automobiliste atteint par une balle dans sa voiture le 30 octobre nous a quittés et décédé hier ou avant-hier, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà, ça nous rappelle que ces pratiques doivent vraiment cesser. Donc on compte sur tout le monde pour signer cette pétition. Et une dernière chose concernant la chasse, le ministère prévoit de décaler d'1 an la réélection des animaux de la liste des nuisibles. Donc cela veut dire que tous ces individus qui sont pris pour cible vont l'être encore pour une année supplémentaire. Donc voilà, c'est pareil, il y a une consultation publique qui est disponible. Donc j'encourage tout le monde à aller y mettre son avis. Ça veut dire que concrètement, il y avait des nuisibles qui avaient été déclassés de nuisibles, c'est ça ? Non, en fait, la liste des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, donc nuisibles, en fait, est votée pour 5 ans. Et donc là, normalement, cette liste-là doit être revotée au mois de juin prochain, donc juin 2022. Et ils ont décalé d'1 an pour juin 2023. D'accord. Donc il va donner encore 1 an de carnage en plus. Merci pour la précision, Astrid. Et tu suis un peu ces pétitions au Sénat ? Oui, mais notamment la question de l'interdiction de la chasse le week-end, c'est une question qu'on porte à cap pour les associations, notamment l'ASPAS ou CVN, depuis plusieurs années. Et donc c'est une demande des associations depuis longtemps, donc on est content qu'il y ait une pétition malgré, elle est mise à l'ordre du jour malgré, à cause d'accidents. Donc c'est dommage, mais bon, ça permet de faire parler du sujet. Il y a eu la ministre Barbara Pompili qui en a parlé cette semaine. Elle dit qu'elle était ouverte à un débat. Donc on pense que c'est une bonne chose que le débat ait lieu sur cette question. Et ces pétitions sur le site du Sénat, parce que c'est vrai que moi, les pétitions non officielles, j'en ai un peu marre, mais les pétitions officielles, je pense qu'il faut y aller. Ça déclenche quoi ? Est-ce que vous savez ça ? Alors, il y a une procédure particulière, elle est visible sur le site du Sénat, c'est un peu compliqué. En plus, c'est différent des pétitions sur le site de l'Assemblée, donc là, je ne me rappelle pas exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, il faut atteindre un certain nombre de signatures et ça déclenche. Il y a un groupe dans le Sénat qui juge si la pétition Exactement, peut être, voilà, il y a un groupe de travail qui va être obligé du coup d'y réfléchir et d'en parler. Après, à quel niveau et qu'est-ce qu'ils vont mettre comme initiative en place, ça, je ne sais pas encore. Si je peux me permettre à celles et ceux qui nous écoutent, pour signer, puisque ça m'est arrivé, je dois m'inscrire, on doit s'authentifier avec les mêmes codes pour que les impôts. Exactement, avec faut France pas Connect. Avoir peur, en fait. Ouais, faut c'est avec vraiment France Connect, exactement. Ouais. C'est vraiment officiel, donc n'ayez pas peur de rentrer des informations qui peuvent être personnelles. Et surtout, j'encourage tout le monde à vraiment se mobiliser. On a jusqu'au 11 novembre.
Donc voilà, on n'a pas une durée qui est illimitée, donc on compte sur vous tous. Ça c'est pour quelle pétition? C'est pour celle des nuisibles ou pour C'est pour celle des nuisibles, D'accord. exactement. Ouais. Concernant le nombre des 100 000 signataires, on a plus de temps. D'accord. Alors, on continue le combat pour avoir des victoires. Vous avez vu, c'est un JT positif. Hein. Que de la victoire. On essaye. Super. Donc, des victoires, on a L214 qui essaie de dégommer Burger King. Ils y arrivent avec les entreprises à les faire un peu changer. Oui, ils ont lancé une nouvelle campagne contre Burger King, roi de la cruauté, je crois que c'est ça. Parce que Burger King ne s'est pas encore engagé à respecter tous les critères minimums de l'ECC, l'European Chicken Commitment. Mhm. Voilà, donc ils ont fait une action un peu sensation devant le siège social de Burger King. Voilà. Et surtout, là, on a eu la grosse actu. Donc avec l'enquête que tu as réalisée pour L214, donc c'était dans un abattoir Bigard. Exactement, oui, un abattoir Bigard, donc en Saône-et-Loire. Ouais. Donc Bigard, c'est une marque que tout le monde connaît, hein. C'est les steaks hachés de la marque Charal, Bigard, Socopa. Et donc moi j'ai travaillé dans un gros abattoir assez moderne, hein, et on tuait plus de 50 animaux par heure. Wow. Donc ça fait 500 bovins par jour environ. Donc à la base, toi, tu es militant, tu es vegan. Exactement, moi je suis devenu vegan il y a à peu près 6 ans en fait. Alors, avant j'étais un gros viandard et justement j'ai vu une vidéo d'L214 dans un abattoir de bovins. Et c'est là en fait que mon regard sur les animaux a changé parce que j'avais 22 ans et c'est la première fois que je voyais l'intérieur d'un abattoir. Donc ça a été un déclic. Et puis petit à petit je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour la cause animale. Donc il y avait le militantisme de rue, tout ça. Et là j'avais vraiment envie de passer un cap, de faire quelque chose d'assez fort et j'ai eu cette opportunité. Donc je suis devenu enquêteur chez L214 et là donc la dernière enquête en date, c'est celle donc, dans l'abattoir Bigard dans lequel je suis resté 4 mois, donc un gros investissement personnel, mais qui a eu quand même pas mal de retombées médiatiques. Donc, ouais. C'est ça, oui. Je voulais te demander comment on ressort de ça mentalement, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de toi, mais comment on ressort de tout ça après ces 4 mois dans cet enfer? Je pense que déjà on aborde tous différemment ce côté-là d'un point de vue psychologique, on a tous une psychologie un peu différente. Moi à titre personnel, ça a été assez particulier, j'ai perdu pas mal de lucidité en fait quand j'étais là-bas, c'est-à-dire que moi-même je faisais plus trop le lien avec l'animal. Donc mon métier en fait, donc je travaillais dans le service vétérinaire, j'étais agent vétérinaire et je devais inspecter des abats, donc couper des cœurs, couper des poumons, couper des foies, couper des visages, des têtes. Pour vérifier qu'ils sont... Pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, pour que la viande en fait soit considérée comme propre à la consommation. Moi je vérifiais l'hygiène. Et je faisais aussi l'inspection de l'abattage des animaux. Et donc en fait oui, je perdais un peu le lien, moi-même je perdais en lucidité et j'avais un manque de recul sur ce que je faisais, donc psychologiquement oui c'est très compliqué et il faut du temps après pour s'en remettre, il y a aussi un suivi psychologique qui est mis en place, donc c'est tout un travail. Et tu disais il y a eu des grosses retombées médiatiques, tu peux nous en parler un peu? J'ai vu il y avait eu Brut, LCI, Balance, touche pas à mon poste. Exactement, oui. Donc c'est un sujet qui a intéressé vraiment tous les médias et on a pu se rendre compte qu'en fait, qu'on avait vraiment l'opinion publique derrière nous. Enfin, les images parlent vraiment d'elles-mêmes. Si vous les avez pas vues, allez les voir si vous êtes prêt à voir ça. Mais c'est vrai que les images sont tellement fortes, tellement factuelles aussi. On voit à la fois les défaillances de l'abattoir, des services vétérinaires, et on voit ce que les animaux vivent, ce que les bovins vivent dans cet abattoir. Donc en fait, ce sujet, il était tellement fort et tellement rare aussi, parce que c'est rare d'avoir des images dans le groupe Bigard. Donc on a eu beaucoup de retombées médiatiques des gros médias, le plateau télé. Concrètement, qui a eu... C'est ça, donc moi j'ai fait des interviews avec LCI, avec donc Touche pas à mon poste le soir, France Info TV, Le Monde, donc vraiment des gros médias bruts. Plus d'1 million, exactement, je crois. brut. Ouais. Ce qui est différent par rapport aux enquêtes qu'on a déjà vues et que moi j'ai découvert aussi que je n'avais pas vu. Donc là, on a des animaux qui arrivent, certaines sont en gestation. Et ce que je n'avais pas vu aussi, c'est ce qu'ils font sur les fœtus, les prélèvements pour faire du sérum. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Ouais, je connaissais pas. Exactement. Donc en fait, au-delà de l'enquête, de ce qu'on peut voir sur les animaux, c'est aussi un travail journalistique en fait, parce que c'est la première fois en fait qu'on montre donc le sérum de veau fétal. Il est connu, que si on se renseigne, on peut le trouver, mais sur internet. Mais c'est la première fois qu'on montre ces images. Donc il y avait aussi un vrai scoop, une vraie info journalistique. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ça a intéressé les médias, parce qu'aujourd'hui en fait, qui savait comment les vaches étaient abattues dans le cadre du rituel, qui savait qu'on prélevait du sang sur les fœtus. Ça. Il y a aussi la question du halal. Exactement. Et donc toutes ces questions-là, en fait, très peu de gens au final savent comment ça se passe dans un abattoir. Donc oui, la question
du sérum des fœtus, c'est une information qui est nouvelle et qui intéresse les gens. Je pense que tu as dû anticiper que tu allais subir des procédures de Bigard notamment. Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été déposées? Alors déjà, pour l'instant, Bigard n'a pas souhaité répondre à cette enquête. Ouais. C'est vraiment silence radio. Évidemment, j'ai anticipé une éventuelle plainte à la fois de l'État ou de Bigard, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Ça viendra probablement plus tard ou pas, mais c'est vraiment, oui, c'est quelque chose que j'ai anticipé. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce sérum de veau? Alors en fait, le sérum de veau fœtal, il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique Ok. pour faire de la recherche-développement, de la culture cellulaire. D'accord, ok. Donc je sais pas, pour tester peut-être des médicaments, Ouais, des ouais, choses ok, comme ça. ok. Mais vraiment, c'est pour faire de la culture cellulaire. Très bien. Donc en fait, le côté un peu bizarre, malsain, on va dire, c'est que ça remplace les tests sur les animaux. Ça peut remplacer les tests sur les animaux dans certains cas. Donc on décale en fait le problème sur un autre problème. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ton enquête aussi, c'est que tu expliques que tu as été engagé sans aucune expérience vétérinaire, que sur ton CV, c'était pas trafiqué, il y avait rien de vétérinaire qui était marqué sur le CV, et ça montre que les gens, je pense que beaucoup ont confiance dans les abattoirs parce qu'ils se disent qu'il y a un contrôle derrière, mais en fait, ça montre qu'il y a rien, il y a aucun réel contrôle, quoi. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est un travail, donc le fait d'être agent vétérinaire, pour lequel on a de grandes responsabilités, à la fois pour l'aspect sanitaire, pour les consommateurs, mais bon, et aussi pour les animaux, puisqu'on inspecte le bien-être des animaux lors de l'abattage, aussi en bouverie, donc à leur déchargement. Donc c'est vraiment de grosses responsabilités. Et oui, j'ai été recruté sans aucune expérience, sans aucun diplôme. Et ça, les vétérinaires le savent en fait. Ils me l'ont dit, en fait, on prend les premiers venus parce qu'on n'arrive pas à recruter. C'est un travail où on est payé au SMIC, très très peu attirant. On travaille dans un abattoir dans des conditions horribles, donc très peu attractif. Donc oui, premièrement, il y a ce côté-là. Et en plus de ça, il y a le fait que j'ai pas eu de réelle formation. On m'a donné des explications sur le tas, avec des personnes qui étaient formées un peu comme moi sur le tas, donc qui me donnaient des informations un peu contradictoires. Donc il y a à la fois le fait que j'ai pas de diplôme, pas d'expérience, et une formation qui est tronquée, qui est réalisée en une semaine, et après je suis autonome. Donc c'est vraiment très 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 léger. J'ai une petite question par rapport aux employés qui sont là-bas, les collègues que tu as pu côtoyer. Est-ce que c'est vrai un petit peu tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est des conditions très dures pour les collègues, qu'il y a souvent des personnes qui font ce job parce qu'ils n'ont pas le choix? Quand on te pose souvent la question de l'aspect social dans les abattoirs, tu réponds quoi? Alors moi, déjà, ce que j'ai pu constater dans les différents abattoirs dans lesquels j'ai travaillé, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrés. Donc c'est aussi des gens qui ont besoin d'argent, qui viennent principalement d'Afrique. Et ces gens-là, donc, ont besoin d'argent, font ce travail-là parce que c'est un travail alimentaire. Au-delà de ça, sinon, non, c'est on a toujours cette image de se dire les gens dans les abattoirs, c'est des tortionnaires, des gens qui veulent du mal aux animaux, mais c'est pas le cas. En fait, ils font leur travail parce que pour eux, c'est un travail qui leur permet de vivre. Et donc, moi, je pense que c'est un point assez important à faire remonter. C'est pas des mauvaises personnes. Moi, j'avais des très bonnes relations avec ces personnages. Il y avait, on va dire, une bonne ambiance. Donc, non, c'est un peu loin de ce qu'on peut imaginer dans un abattoir. Par contre, oui, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Beaucoup de mes collègues avaient des problèmes articulaires, des problèmes aux épaules, des tendinites. Psychologiquement aussi, ça réveille une certaine... on a des émotions qui sont très très fortes, puisqu'on travaille avec la violence au quotidien. Il y a des gens qui tuent des animaux tous les jours, on a du sang, on coupe des organes quand même. Donc psychologiquement, c'est aussi compliqué. Quand on rentre chez nous le soir, on a besoin d'évacuer, de déstresser un peu. Les travailleurs dans les abattoirs sont aussi des victimes de ce système de production finalement. Ah ouais. Tout à fait, oui. Ce sont pour moi les deuxièmes victimes. Mais il y a aussi... J'ai travaillé dans un abattoir, je ne vais pas le citer, mais où il y a eu 3 suicides en 6 mois. C'est aussi un milieu qui est extrêmement violent pour les êtres humains. Ouais. Ah, tu as fait plusieurs abattoirs? Je fais plusieurs abattoirs. Ouais. Donc plusieurs enquêtes? Je fais plusieurs enquêtes. C'est la seule qu'on a faite à visage découvert. Ouais. D'accord. Bon, on espère que cette enquête aura des conséquences qui permettra de faire évoluer notre société. En attendant, la société, elle est en train d'évoluer parce que la commission mixte paritaire, donc des députés et des sénateurs et sénatrices, se sont réunis concernant la PPL maltraitance animale. Oui, c'est quelque chose qui traînait qu'on attendait depuis le début de l'année, puis a traîné, on peut le dire quand même. Et le 21 octobre, ils ont trouvé un compromis. Donc il y a eu pas mal. Donc la commission paritaire mixte a trouvé un accord sur le texte de proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale. Et puis là, je vais peut-être te laisser, Milton, nous dire les principales mesures. Amandine aussi, c'est une spécialiste de cette question. Toi, tu l'as suivi depuis le début, quoi. Oui, depuis le début. Il faut dire que CAP, nous, on a été un peu à l'initiative de cette proposition de loi parce qu'on avait rencontré Laetitia Romero-Diaz, députée, en 2018. On lui avait parlé de ce projet de faire une loi contre la maltraitance animale. Et elle avait déposé un texte l'an dernier qui a ensuite été fusionné avec celui de Loïc Doumboval et Dimitri Houbron.
Et donc on a accompagné en fait ce texte tout le long de son parcours législatif en proposant des amendements. On a eu 219 amendements qu'on a réussi à faire déposer par les députés puis les sénateurs. Et puis 26 ont été adoptés, ce qui a permis d'enrichir le texte. Ça a été aussi poussé un peu par la proposition de loi de Cédric Villani. Ouais. Oui, bien sûr, il a mis pour la première fois en fait un texte sur la maltraitance animale à l'ordre du jour à l'Assemblée. Et c'est à ce moment-là en fait que le groupe LREM s'est réuni et a dit il faut aussi qu'on fasse notre texte. C'est ça. Et ils l'ont mis à l'ordre du jour aussi. Ouais. Et donc sur la CMP, ce qui s'est passé, c'est que déjà le Sénat avait fait pas mal de recul par rapport au texte de l'Assemblée. Et la CMP, en fait, les députés ont réussi à bien négocier. Donc les députés, notamment les rapporteurs, Loïc Dombova, Laetitia Romero-Dias, Dimitri Houbron, mais aussi Aurore Berger, qui faisait partie de cette CMP, ont beaucoup négocié en faveur de le rétablissement d'articles positifs dans le texte. On fait la petite histoire. Donc il y a eu l'Assemblée qui avait proposé des choses plutôt positives. Ambitieux, ouais. Voilà. Le Sénat a reculé. Ouais. Et la commission mixte paritaire a des fois fait des avancées encore plus ambitieuses que Exactement. celles de En fait, ils ont fait ce qu'on appelle des rétablissements. Le Sénat avait retiré l'interdiction de la vente en animalerie. La CMP a remis ça, donc CMP, c'est commission mixte paritaire, a remis ça dans le texte. Le Sénat avait retiré toutes les interdictions concernant les cétacés. La CMP est revenue dessus et a remis ça dans le texte. Donc finalement, on arrive à un texte assez ambitieux qui interdit tous les animaux sauvages dans les cirques d'ici 7 ans et la reproduction d'ici 2 ans. Et pour les cétacés, qui interdit les spectacles et la détention d'ici 5 ans. Cirque itinérant et non itinérant? Non, uniquement les cirques itinérants. Est-ce qu'on peut faire chaque thème? Donc, sur l'élevage de visons et de fourrure. Alors là, ça n'a pas changé. C'est interdiction de tous les élevages, y compris les visons, mais y compris tous les autres animaux. Pour l'instant, il n'y en a pas. Tous les animaux sauvages. Oui. Pas les lapins en rilag. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça, c'est interdiction immédiate, donc sur les visons. Ah ouais. Sur les animaux captifs sauvages, on a donc les cirques, j'en ai parlé, les cétacés, j'en ai parlé. Alors, redis-nous les cirques. Alors, les cirques, c'est d'ici 2 ans, interdiction de la reproduction et des nouvelles acquisitions d'animaux sauvages. Et d'ici 7 ans, l'interdiction des spectacles. Et donc, voilà, l'interdiction de la détention, c'est ça. Ça va pour les montreurs d'ours aussi? Alors, justement, la CMP a rétabli un article, et donc en fait, ça va aussi interdire les spectacles itinérants de montreurs d'ours et de loups, mais ça, c'est d'ici 2 ans, donc c'est encore mieux, ça sera interdit plus rapidement. Et pour les spectacles non itinérants? Là-dessus, il n'y a rien. Donc les cirques, s'ils veulent se sédentariser, ils pourront continuer à faire des spectacles et ils seront soumis à la réglementation qui est appliquée sur les zoos. Il y avait tout un truc aussi sur les discothèques. Oui, c'est l'article 13. Donc là, c'est d'ici 2 ans aussi, interdiction de présentation d'animaux sauvages dans les discothèques et dans les plateaux d'émissions de télé. Donc, tout ce qui est divertissement. Sur les plateaux, par contre, c'est immédiat. Donc Fort Boyard, par exemple, dès la promulgation de la loi, donc c'est-à-dire dès la prochaine émission de Fort Boyard, il n'y aura plus de tigres normalement. J'avais rencontré Alexia Laroche-Joubert une fois pour l'émission qu'on voulait faire. Elle m'avait dit, mais vous voulez nous faire arrêter les animaux à Fort Boyard et tout ça. Bon. Ouais. Et sur les animaux de compagnie aussi, il y a beaucoup d'avancées, notamment l'interdiction de la vente en animalerie, je l'ai dit, mais il y a aussi le contrôle de la vente en ligne. Avec notamment des pratiques qui vont être interdites, l'envoi par la poste par exemple, ou la mention satisfait ou remboursé sur les annonces. Ouais, et il y a aussi la question de la liste positive, donc on ne pourra plus amener en France des animaux qui sont listés comme ne pouvant pas entrer. Et il y a aussi le rehaussement des peines pour maltraitance, donc en cas d'abandon ou en cas de mort de l'animal, les peines seront augmentées. Donc on passe en cas de mort de l'animal de 2 ans d'emprisonnement à 5 ans d'emprisonnement, de 30 000 € à 75 000 € d'amende. Et il y a aussi la question de la zoophilie, c'est un gros sujet. Et là, le Sénat avait fait des avancées, donc c'est un des seuls sujets où ils ont réellement avancé, avec le travail de l'association Animal Cross qui a été pris en compte à la fois à l'Assemblée par Dimitri Houbron, mais aussi au Sénat par Anne Chain-Larcher. Et donc là, ils ont permis d'interdire en fait toute pratique sexuelle sur les animaux. Parce qu'à la base, c'était sur tout ce qui est non-pénétration. Et maintenant, exactement. Là, il y a toutes les pratiques sexuelles qui seront interdites et aussi la diffusion de zoopornographie. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir, c'est que c'est interdit toute pénétration sauf l'insémination artificielle. Et donc, ça montre bien que c'est un viol. Oui. Exactement, ouais. Et qu'on est encore dans une forme d'hypocrisie. Le texte ne traite pas d'élevage, donc effectivement... Il traite de maltraitance animale, mais pas de la maltraitance au sein des élevages intensifs. Moi, j'ai une question sur l'article 3 bis, parce que du coup, on avait parlé ici de l'article 3 bis qui concerne les animaux de compagnie. Et il s'agissait d'un article désigné comme problématique, puisque ça disait notamment que les associations sans refuge ne pouvaient pas placer des animaux en famille d'accueil. Donc, est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus ou est-ce que c'est resté tel quel? Oui, mais je crois que tu vas nous en parler juste après. Je vais en parler, oui. Effectivement, on avait reçu au JCA de septembre
Crézière et Nicolas Biscay du comité Espoir qui a beaucoup suivi cet article et heureusement donc il y a une fin, tout leur travail a abouti. Ils ont fait un vrai lobbying aussi. Exactement, donc il y a la reconnaissance d'un statut pour les associations sans refuge, donc ils vont pouvoir continuer de recueillir des animaux mais en fin de délai de fourrière et de les proposer à l'adoption, donc là ça devient légal. Ils vont pouvoir aussi avoir recours à des familles d'accueil, donc ça c'était un gros souci. Et le troisième point, donc ils ont un statut spécifique donc d'association sans refuge, mais ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient en partie, mais qui n'était pas légal. Et c'était surtout qu'effectivement, lors de la dernière proposition, apparemment tout ça allait disparaître et ça crée pas mal de soucis. Ouais, allez-y. J'ai une question toute bête. Est-ce qu'on peut déjà crier victoire par rapport à cette PPL, ou je crois qu'il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale pour voter justement ce qui a été mis en accord? Voilà, donc en fait la CMP, donc c'est un groupe de 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent d'accord sur un texte, mais finalement c'est les chambres entières qui doivent approuver le texte. Donc là le texte doit repartir au Sénat et à l'Assemblée. Ils doivent l'approuver tel quel. On a de bons espoirs sur le fait qu'il va être approuvé et donc il sera promulgué avant la fin de l'année. Les dates, c'est le 16 à l'Assemblée et le 18 novembre au Sénat. Et juste un mot sur encore des articles que je n'ai pas mentionnés dans la loi. Une des choses qui est dommage pour la CMP, c'est qu'ils ne sont pas revenus par contre sur l'obligation de stériliser les chats errants. Ça, c'était une grosse demande des associations aussi et malheureusement, ça ne se retrouve pas dans le texte. Donc il y aura des expérimentations locales qui seront faites, mais ça ne sera pas obligatoire. Et sinon, il y aura aussi un certificat on sera obligé de le passer pour détenir un animal de compagnie. Ça, c'est un progrès parce que ça évitera l'achat compulsif d'animaux. Et donc, ça, c'est bien. Et un dernier truc, c'est l'éducation à l'éthique animale qui sera rendue obligatoire dans l'enseignement. Alors, ça concerne uniquement les animaux de compagnie, mais finalement, c'est déjà un pas parce que c'est les enfants qui sont violents envers les animaux s'en prennent souvent à leurs animaux de compagnie. Et voilà, je pense qu'ils n'ont pas voulu toucher à l'élevage là non plus. Il ne faut pas que l'enfant fasse le lien entre ce qu'il y a dans son assiette et l'être sensible qui a été tué pour ça. Mais bon, on continuera de porter cette demande pour que ça intègre tous les animaux, l'éducation à l'éthique animale notamment qui est portée par l'association Éducation et Éthique Animale. Super. Okay. Et du coup, est-ce que l'aquarium de Paris rentre dans ces choses qui vont changer? Alors non, les aquariums ne sont pas concernés par cette loi. D'accord. Et donc c'est super, donc il y aura plus vendu et approuvé pour les animaux, parce qu'avant tu pouvais vendu et satisfait ou remboursé pour des animaux. Et ça c'est super aussi pour, comme tu dis, pour l'école, parce que petit à petit c'est avec les enfants qu'on peut faire avancer les choses. Reparle-nous juste, parce qu'on n'a pas vraiment assez parlé, des delphinariums. C'est quoi les mesures? Alors les delphinariums, c'est l'interdiction de la détention, des spectacles et de la reproduction d'ici 5 ans. D'ici 5 ans. Il y aura aussi tout contact entre le public et les animaux qui sera interdit. Orques et dauphins. Ouais, enfin oui, c'est les cétacés. Ouais. Ok, super. Bon, après toutes ces bonnes nouvelles, je vous propose une petite pause littérature, parce qu'on nous avait envoyé des livres au JT précédent. Alors, qui commence? Vas-y, JVMJ. T'as reçu quel livre? Montre-nous. Moi, j'ai reçu celui-là, donc Humour vegan extrémiste de Bruno Blum. Voilà. Et donc, en parlant de cet ouvrage, on a la première maison d'édition vegan qui vient de voir le jour en France, avec un très joli nom, À base de plantes. Le premier ouvrage, donc justement Humour vegan extrémiste, sera bientôt disponible dans toutes les librairies. On peut déjà le commander sur le site brunoblum.com. Et voilà, donc je tiens à remercier Bruno de nous avoir envoyé cet ouvrage. Je me suis vraiment éclaté en le lisant. Il y démontre vraiment beaucoup de préjugés et de dissonances cognitives. Et tu vas nous faire des petites stories, tu nous as dit. Ouais, on va faire une story. On va faire une story après là pour mettre en avant les images qui m'ont bien fait kiffer. Tu peux en faire dans le mois, hein, si t'as dit quoi? Tu peux en faire dans le mois si t'as envie. Ouais. Pas de problème. Je vous montrerai celles qui m'ont le plus éclaté. Et voilà, il multiplie également les collaborations avec des associations de protection animale comme PETA, One Voice. Donc voilà, les sous de ces t-shirts-là et sweatshirts seront donnés à ces associations-là. Et toi, MJ, alors t'as reçu 2 livres? Non, t'as reçu un livre et t'en as acheté un. Oui, voilà, je vais replomber un petit peu, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Il y a Comme si vous y étiez, on vous en avait déjà parlé, donc sur la corrida. Tiens, donne, je vais le montrer à la cam. Tiens, voilà. Tac. Donc de Sabrina Georgievska de l'organisation anti-corrida Casarata. Donc voilà, c'est un petit livre qui est en fait un témoignage. Donc elle a assisté à une corrida, c'était une réouverture d'une arène française en 2019. Alors sur les 6 taureaux, elle en a vu 3. Après elle est partie parce qu'on imagine que c'est insoutenable, et c'est insoutenable. Donc c'est très bien rendu et expliqué dans ce livre. Donc elle décrit précisément tout ce qui se passe, les armes utilisées,
les réactions des taureaux, les réactions du public, ses réactions à elle forcément. Voilà, donc faut pas lire ça le soir avant de s'endormir, mais voilà, je trouve que c'est un témoignage poignant. Vous le savez peut-être pas, mais Sabrina, c'était notre rédactrice en chef au journal de la cause animale quand on le faisait avec Herman, tous les deux face cam à l'époque. C'était notre rédactrice en chef, celle qui nous écrivait, qui nous aidait à écrire tout ça. Et alors, tu as un deuxième bouquin ? Oui, alors ça, donc on nous l'a envoyé de Opportune Cost, Parole animale, si tu veux le montrer. Donc là, c'est 11 nouvelles, donc racontées par les animaux eux-mêmes, mais en langage humain, comme ça on peut les lire, et aussi racontées par la planète Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les sujets, la plupart des sujets d'exploitation sont abordés. Donc on a l'élevage, on a la corrida, on a l'océan, voilà. Et en fait, donc je ne vais pas vous spoiler la fin, mais à un moment, les animaux décident d'arrêter, entre guillemets, leur passivité et de se faire entendre en langage humain pour que les humains comprennent ce qu'ils ressentent. Donc, à un moment, les humains comprennent ce qu'ils disent. Et donc là, je ne vous raconte pas la fin, mais je vous engage vivement à le lire. Super. Une petite précision que j'ai oublié de donner, donc cette nouvelle maison d'édition, cette première et nouvelle maison d'édition vegan a été créée par Christelle Gossard et Bruno Blum. Ouais, Christelle, on la salue. Alors, après une bonne lecture, il faut faire une petite séance de sport. Allez, let's go. J'aime bien ces transitions, vas-y. Ouais, en termes de sport, Milton, Thomas, est-ce que vous connaissez des athlètes véganes ? Bien sûr. Oui. Ouais. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, absolument. Novak Djokovic. Ouais, Novak Djokovic, exactement. Je peux citer aussi Harvey Lewis, qui a fait le marathon, la course la plus difficile au monde, qui était à 217 km dans le Death Valley, qui est vraiment un endroit où il fait plus de 50 degrés, c'est absolument incroyable. Ce mois-ci, on a Sophia Ellis, qui est une nouvelle athlète, qui revient avec une médaille bronze, sachant qu'elle a déjà 14 records à son actif. C'est la première à soulever 490 kilos en squat. Est-ce que tu sais faire ça, Corentin ? Absolument pas. C'est le championnat du monde de force athlétique. Oui, exactement. Championnat du monde de force athlétique 2021. Ouais, exactement. Donc, une fois de plus, nous avons des athlètes qui sont véganes, donc il n'y a pas besoin de manger de la viande pour avoir beaucoup de force. Et tu as des amis qui font des raids d'aventure. Mes chouchous. Bon, j'ai beaucoup de chouchous, mais j'avoue, ceux-là, ils sont géniaux. C'est Mimi et Jackie, d'ailleurs, que je les salue. J'étais avec eux il y a un mois, en fait. Ils habitent à Tenerife et ils accueillent en fait des stagiaires pour faire un stage chez eux et vivre comme eux. Alors, ils sont absolument incroyables. Là, je parle d'eux parce que ils ont fait le GR20 en 10 jours, en jeûnant. Alors explique-nous juste c'est quoi le GR20. Alors le GR20, c'est une grande randonnée en fait, c'est le GR le plus difficile d'Europe. Ça traverse du nord au sud l'île de la Corse et en général on le fait en 15 jours, voire plus si vraiment on n'est pas en forme. Mais il faut imaginer que c'est traverser l'île avec, en passant par la montagne. Okay. Et par des terrains super compliqués. Et quand tu dis en jeûnant, c'est un jeûne complet ? Alors eux, ils ont jeûné, ouais. Ils ont jeûné pas sec, jeûné à boisson, à l'eau. Mais ils ont jeûné. Mais si je parle d'eux, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce qu'ils sont plus que véganes. Ils sont frugivores et ils appellent ça même plus leur régime un régime physiologique. C'est-à-dire que l'être humain a évolué pendant des millions d'années et que l'arrivée de la viande, l'arrivée de tous les produits qu'on a de nos jours est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et donc voilà, ils sont la preuve humaine que maintenant ça fait 10 ans qu'ils sont frugivores entre guillemets, qui sont athlètes et qui restent encore au top de leur niveau. Alors je précise aussi qu'ils ont été 2 fois champions du monde de course aventure, de raid aventure en anglais. Raid aventure, c'est combien de kilomètres, c'est quoi ? Alors raid aventure, ça dépend des courses, mais il me semble que ça va être des centaines et des centaines de kilomètres, par exemple 700 km à faire pendant 7 jours. Et alors là, ça va être, je suis désolé si je me trompe, parce qu'à chaque fois ça dépend, mais ça va être différentes disciplines sans passer par des transports mécaniques. Ça va être donc du kayak, de la course, du vélo. Voilà, donc ils sont champions du monde et ils ont continué à être champions du monde aussi en Spartan Race. Voilà, donc ils sont ultra champions du monde, ils sont impressionnants. Je vous invite à aller regarder, ils ont une super chaîne YouTube où ils présentent vraiment leur régime alimentaire. Donne-nous le nom de la chaîne ? Mimi et Jackie. C'est ça le nom de la chaîne. Mimi et Jackie. Impec. Alors pour faire du sport, il faut acheter des sacs de sport. Ah oui, alors... Et là, il y a Stella McCartney. Oh, allez, vas-y. Stella McCartney. Honnêtement, quand on a préparé l'émission, je n'avais pas compris cette transition. Maintenant, ok, je comprends. En fait, Stella McCartney a lancé dans son défilé, elle a présenté un sac en cuir de champignons. Voilà, c'est un cuir, donc c'est une alternative au cuir animal.
Et du coup, voilà. Ça, c'était pendant la Fashion Week de Paris. Exactement, pendant la Fashion Week, la dernière Fashion Week à Paris. Et pendant ce temps, nous, on aidait à l'organisation de la marche contre la fourrure et l'exploitation des animaux pour leur peau. Oui. Ça s'était très bien passé. On avait eu la présence de Jérém Star qui était venu, qu'on salue, qui avait donné une visibilité différente. Et donc, c'était vraiment super. Oui, absolument. Je précise, avant d'enchaîner sur autre chose, que le cuir est vraiment la matière la plus polluante au monde dans l'industrie du monde fashion. Voilà, c'est super important de le préciser. On a beaucoup d'idées reçues en pensant que le cuir, c'est une matière naturelle, alors qu'elle n'a absolument rien de naturel. Imaginez une peau animale qu'on laisse en décomposition. Elle va se décomposer en quelques semaines. Cuir. Ce ne sera jamais du cuir. Du cuir, on utilise jusqu'à plus, 200 c'est plus produits. polluant que le synthétique au final. C'est plus polluant que le synthétique, ouais. On a, j'en parlerai peut-être sur un autre thème, mais on a vraiment des études qui ont été faites démontrant que le cuir utilise beaucoup plus de produits chimiques que les synthétiques type polyuréthane, PVC, les simili-cuirs comme on dit dans l'industrie du monde fashion. Et on vous invite à aller voir notre vidéo Le cuir du futur qu'on avait faite. C'est vrai. Ensemble, exactement. Et qui avait fait plus de 200 000 vues, c'est déjà pas mal pour nous. Je voudrais juste aussi préciser, donc le cuir, c'est pas un sous-produit des abattoirs, c'est un produit des abattoirs au même titre que la viande ou que le sérum de veau fétal par exemple, mais c'est un produit, on tue aussi les vaches pour faire du cuir, donc c'est pas quelque chose que juste qu'on va récupérer, ça fait partie d'un cycle et de tous ces produits. Dans les abattoirs où tu étais, ils ont récupéré la peau pour... On récupère tout. Ah ouais, ouais, tout. Ok. D'ailleurs, j'ai envie de casser une idée reçue. Dans les abattoirs, on voit des vaches laitières et des vaches de viande. C'est bien ça? Exactement. Donc nous, dans l'abattoir dans lequel j'ai travaillé, on tue donc 500 vaches par jour. Il y avait à peu près la moitié qui étaient donc des vaches de race laitière. Donc pour que tout le monde puisse comprendre, c'est des vaches qui viennent donc de l'industrie laitière, qu'on insémine chaque année, quand elles sont jugées plus assez productives, on les envoie à l'abattoir. Donc oui, il y a quand on dit qu'on mange du bœuf, en fait, on mange principalement de la vache laitière, quoi. Et alors, pour passer les vaches laitières à des lardons, je ne sais pas comment faire. En tout cas, on reste sur le thème de la viande, mais là, du coup, c'est la viande végétale. Il y a la marque La Vie qui propose justement de la viande végétale. Leur slogan, je le trouve génial. Leur slogan, c'est pour ceux qui aiment la viande, mais qui préfèrent la vie. Et leurs lardons végétaux sont désormais disponibles dans tous les carrefours de France. Super. Et donc, vous faites avec V-Entrepreneur France un sondage. Oui, c'est tout à fait ça, puisque alors nous, autour de la table, et probablement ceux qui regardent savent que l'entrepreneuriat vegan est en pleine explosion, en plein boom depuis quelques années. Il y a de plus en plus d'entreprises véganes qui se créent, qui connaissent des success stories comme la marque La Vie, mais on n'a encore aucune donnée, aucune statistique sur l'entrepreneuriat vegan en France. Et si on veut aller pouvoir discuter avec des autorités politiques, notamment des parlementaires, etc., on a besoin de statistiques. Donc on a lancé un sondage pour les entreprises et les entrepreneurs véganes. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur, répondez au sondage de V-Entrepreneur France. Si vous connaissez des entrepreneurs véganes dans votre entourage, partagez-leur le sondage, puisque c'est grâce à ça qu'on pourra avoir vraiment des chiffres fiables pour aller justement pousser sur l'économie végétale. Super. Et donc les entrepreneuses et entrepreneurs véganes ont eu des petits trophées récemment. Oui, c'est ça. Il y a eu les premiers trophées de l'alimentation végétale qui se sont tenus le 21 octobre. Il y avait 11 catégories qui allaient des petits déjeuners aux compléments alimentaires jusqu'aux viandes végétales. Et donc, les résultats sont tombés. Donc, vous pouvez retrouver les résultats sur le site des trophées de l'alimentation végétale ou sur Vegconomist, qui est le magazine de l'économie végane. Ouais, on salue quand même le trophée or pour les nouveaux affineurs au niveau des fromages vegan. Woolly Days, le trophée argent pour les apéritifs, et Yumgo de London Monkeys de Rodolphe qui ont eu le prix d'or pour les substituts, je crois. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils ont eu 2 prix Yumgo. Ils ont eu pour or et argent. Donc maintenant qu'on a eu ces bonnes nouvelles avec Yumgo, on sait que Amsterdam essaye de devenir une ville végane. Exactement, ouais. Une superbe initiative. Donc Amsterdam veut que 50% de ses citoyens adoptent un régime végétalien d'ici 2030 et 60% d'ici 2040. Donc pour ça, ils vont bannir vraiment tous les produits qui ont un impact vraiment très néfaste pour l'environnement et les remplacer par des produits végétaux bien plus acceptables pour l'environnement et bien évidemment en développant l'accès à ces produits-là. C'est super cette nouvelle, parce que aussi on peut montrer que grâce à des initiatives, on pourrait avoir des villes véganes, mais des villes véganes aussi qui s'occupent des sans-abri, parce qu'il y a une initiative de
The Million Dollar Vegan. Ah, excuse-moi. Ouais, Million Dollar Vegan, qui est une ONG américaine, a proposé 500 000 repas depuis le Covid. Voilà. Ouais, ben, on avait fait le tout début avec eux. Ouais. On avait fait un live et tout ça avec 10 000 €. Et Resturner aussi avait participé pour 10 000 €. Exactement. Et donc là, il y a encore une initiative. Oui, il y a une initiative. Alors, il faut imaginer que c'est 500 000 repas dans tout le monde entier, je voulais le préciser. Ouais. Et hier, il y a eu une collaboration avec SVR, qui est une association. On a ici la chance d'avoir une des cofondatrices, Oumi, qui va peut-être venir Allez, nous en parler. viens nous voir. Ouais. Salut. Salut Oumi. Salut. Explique-nous SVR alors. Alors en fait, Solidarité Veggie Resto, c'est une association que j'ai fondée en décembre dernier en collaboration avec le resto L'Embuscade. L'Embuscade, avec lequel je travaille beaucoup via ma structure Louvalfa. Et en fait, c'était en plein Covid, crise pour tous les Français, tous les restaurateurs. Et on s'est dit que c'était quand même l'hiver et qu'il fallait quand même être solidaire malgré tout. Donc on a réfléchi à un projet et on a décidé de créer en fait un collectif de restaurateurs. En fait, moi je m'occupe de solliciter des restaurateurs véganes et non véganes, ça, c'est très important, pour qu'ils confectionnent des repas végétaliens, qu'ensuite nous on collecte chez eux et qu'on dépose au jardin de Belleville, où l'association Les Midis du Mi, qui s'occupe des mineurs isolés étrangers, donc des migrants, voilà, qui ne sont pas encore en situation. Voilà, on amène ces repas et en fait, on les distribue avec eux, parce qu'ils ont des bénévoles sur place. Donc là, on en est à 500 repas, ce qui est beaucoup moins que $1 000 $, mais c'est déjà pas mal. 500 repas et j'ai une douzaine de restaurateurs pour le moment. Mais oui, parmi ces restaurateurs, il y a Body Vegan qu'on salue, Tan. Le magnifique, super. Magnifique, les tontons Veg qui sont absolument extraordinaires, la cantine de Sam, ils sont là depuis le début, ils sont toujours présents. London Monkeys de Rodolphe. Monkeys, Bon Shaker Donuts, My Kitchen Paris. Ah ouais, My Kitchen. Là, j'ai eu sur la collaboration avec Million Dollar Vegan samedi, donc l'Embuscade, donc les cofondateurs, voilà, Phoebe qui fait des super mafés à chaque fois, et Pooch qui vient de rejoindre SVR. Et donc, c'était quoi la collaboration rapidement avec Million Dollar? Voilà, en fait, Million Dollar Vegan m'a parlé en fait du projet. Sur 14 pays, partout où Million Dollar Vegan en fait est établi. Pour le mois de novembre, pendant 14 jours, tous les jours, il y a une distribution de repas végétaliens, humanitaires et solidaires. Et chaque pays a un thème. Et la France, on est tombé sur Veganism is Compassion. Donc ça allait plutôt bien avec ce qu'on fait chez SVR et l'aide qu'on apporte au Midi du Mi. Donc du coup, Flavien Bascoul, le président France de Million Dollar Vegan. Qu'on salue aussi. On salue bien sûr, m'a proposé en fait d'organiser pour cette occasion une distribution SVR au profit des jeunes mineurs isolés. La compassion, super. La compassion, voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et c'est très important, je sais qu'on a peu de temps, mais c'est très très important pour moi de dire que il n'y a pas de choix à faire entre l'être humain et les animaux. L'antispécisme en fait c'est une espèce de... Comme une fontaine, en fait ça découle et en fait on ne peut pas être antispéciste et ne pas... venir aussi en aide aux êtres humains, en fait, ça englobe tout le monde. Et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que c'est mon combat. Bah, souvent, les gens qui essaient d'aider les humains le font au détriment des animaux parce qu'ils leur servent de la viande. Et les gens pensent que ceux qui s'occupent des animaux le font au détriment des êtres humains. Bah, là, c'est absolument faux. Voilà. On a l'exemple. Super. Merci pour tout. Merci. Bravo. Allez, on enchaîne avec notre petite section sur les dom-toms et les chasses. Exactement. Alors, on va commencer par la Martinique avec une victoire de la LPO, Ligue protectrice des oiseaux, qui a réussi à faire déclasser chassables 8 espèces d'oiseaux sur 14 souhaitées, car elles sont en mauvais état de conservation. Donc, c'est déjà une belle victoire. Et ensuite, à La Réunion, où ils étaient toujours dans le prélèvement de requins pour toujours moins d'attaques et d'accidents, même si on rappelle que quand même il y a eu 10 morts en 10 ans à La Réunion, donc c'est vraiment quand même quelque chose d'assez minime. Et donc du coup, suite à la pression de plusieurs associations comme Sea Shepherd, mais aussi des associations locales comme Taïwan ou Longitude 181, on mis la pression sur le préfet qui a suspendu son arrêté concernant donc la capture et la mise à mort des requins. Et c'est une très bonne chose, il faut rester vigilant car je vous rappelle qu'en l'espace de 20 ans, on a perdu 90% de nos grands requins dans les océans.
et qui sont nos alliés énormes en termes de gestion des océans et surtout que 50% des océans provient de notre oxygène. En métropole aussi, on a eu une victoire avec le boutage des chasses traditionnelles. Oui, exactement. Il y a eu en fait des arrêtés qui avaient été suspendus par le Conseil d'État qui concernaient les chasses traditionnelles, donc les chasses aux oiseaux. Des arrêtés qui ont été suspendus parce qu'il y a eu des recours en fait, d'associations dont la LPO et One Voice. Et le Conseil d'État a jugé que la tradition n'était pas un motif suffisant pour préserver ces chasses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, quelques jours après l'annulation de ces autorisations de chasser, a republié des arrêtés pour réautoriser ces chasses et donc a apporté son soutien aux chasseurs traditionnels. Mais bon, du coup, les associations, le jour même, ont redéposé un recours et 10 jours après, le Conseil d'État a réannulé ces chasses sur les mêmes motifs parce qu'il n'y avait pas de raison de les réautoriser une nouvelle fois. Ok. Super, maintenant on va vous proposer les événements pour le mois à venir avec les événements de Willy. Vous écoutez Armada. Alors voici les événements pour le mois de novembre. Nous allons commencer à Arles avec un happening anti-corrida samedi 13 novembre de 9h30 à 12h30 organisé donc par No Corrida. Le même jour, de 10h à 17h30 à Paris, le mois mondial vegan, World Vegan Month, qui sera organisé par l'association Manger Végétalien. Le même samedi, une manifestation de L214 derrière le mur des abattoirs se produira à Arles de 16h30 à 18h30. Le mardi 16 novembre, rendez-vous à Paris dans le 5e arrondissement pour un colloque sur le thème « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté ». Par la LFDA. Ouais, par la LFDA. Et j'y serai. Ensuite, jeudi 18 novembre, l'antenne locale L214 de Toulon organise la projection du film What the Fish. De 18h30 à 22h, il y aura un débat en fin de séance. À Béthune, samedi 13 novembre, un happening sur le thème d'Halloween pour les animaux sera réalisé de 15h à 18h. Toujours dans le nord à Douai, Animal Life prépare un rassemblement en hommage au phoque Laetitia, violemment tabassé il y a maintenant 2 mois par un pêcheur. La cruauté de Noël se rapprochant, samedi 27 novembre, L214 organise un happening contre le foie gras à Nice de 14h30 à 16h30. Le détail des événements reste directement disponible sur la page du JCA et Instagram. Merci. Voilà. On a eu juste une petite info de dernière minute tout à l'heure dans les messages. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait un happening L214 à Lille samedi prochain, 13 novembre également. Oui, il y avait, je t'avais envoyé une info sur ça. Lille, ouais. Ok. C'est Rudy qui nous a envoyé l'info. Rudy qu'on salue d'ailleurs. Super. Ouais. Donc ce mois-ci, pas de débat. Vous le retrouverez dans 2 semaines avec Harry à la présentation et ça sera sur qu'est-ce qu'être vegan. Peut-on être 100% vegan? On remercie toute l'équipe technique, la réalisation avec Herman, Nicolas, Swen, Willen, Philibert. On remercie toujours Michel Lin qui nous a permis d'être chez Radio Armada et bien sûr on remercie l'équipe de Radio Armada de nous accueillir et on vous retrouve donc dans 2 semaines avec un débat. Salut les amis, ciao à tous. Salut, merci à tous. Ciao. Vous écoutez Armada. Armada.